Bonjour et bienvenue à tous. Maintenant qu'on a posé les fondamentaux du secteur laitier au Maroc et qu'on a vu quels sont les principaux critères de choix du terrain pour y édifier son projet d'élevage laitier, nous allons voir dans ce qui suit comment le choix de l'animal et la gestion de sa reproduction agissent sur la productivité de mon élevage et quelles sont les bases d'un bâtiment alliant le confort des vaches et celui des hommes. Choix des animaux. Alors qu'est-ce qu'on a comme matériel génétique pour produire du lait au Maroc? On avait vu qu'avec le premier plan laitier, dans les années 70-80, il y a eu des importations de masse de la race bovine laitière, hautement productrice, ce qui a conduit à une régression marquée de la race locale, passant de 90% en 1970 à 55% en 2010. On appelle ça des croisements d'absorption, un croisement entre les races locales et la race importée de type Holstein, Montbéliard, Fleckvieh, etc. Cette période a également connu l'essor de l'insémination artificielle, avec notamment des semences de taureaux de race laitière. Et ça a contribué à l'émergence d'un noyau de type croisé entre les races locales et les races importées. Ce noyau représentait près de 30% des effectifs totaux en 2010. Dans cette même période, plus de 350 000 génisses pleines ont été importées et se sont répandues dans les campagnes jusqu'à atteindre 15% des effectifs totaux en 2010. Et donc, ces différents types génétiques se distinguent entre eux par leur phénotype, c'est-à-dire leur apparence externe, la couleur de la robe, le gabarit, etc. Et ça suggère aussi une variété de potentialités de production. Alors, en termes de productivité, on a les races locales qui ont des lactations de 1000 kg en moyenne, et ça peut arriver à 2000 kg dans les meilleures conditions. Mais par contre, ils se caractérisent par leur rusticité et leur résistance aux conditions du milieu. On peut citer la race Tidili, relativement plus orientée vers la production laitière, tandis que la race brune de l'Atlas et surtout la race Ouel Messeir ont de bonnes aptitudes bouchères. Et les races locales ont des lactations de courte durée, de 100 jours au maximum, avec une variation très marquée de la production d'un mois à l'autre, comme le montre cette courbe. Donc ça monte et ça redescend rapidement. Ensuite, on a les bovins croisés avec des productivités de 2000 à 3500 kg de lait par lactation, et des lactations plus régulières, c'est-à-dire que la production ne varie pas beaucoup d'un mois à l'autre, comme pour la race locale. Suivi par les bovins de race pure importés de type Montbéliard et Fleckvieh, qui ont des productivités moyennes qui varient entre 5000 et 7000 kg de lait par lactation. Ces races ont une productivité inférieure à celle de la Holstein, mais sont mieux valorisées à la réforme, c'est-à-dire qu'elles ont un rendement en viande plus important. Et comme vous le voyez sur la courbe, la variation de la production laitière chez ces races-là est plus stable et ne connaît pas de grandes variations tout au long de la lactation. C'est ce qui explique l'aplatissement de la courbe. Et puis, on a la championne de la productivité, la Holstein. Pour elle, des lactations de plus de 7000-8000 kg de lait sont fréquentes, avec des lactations plus régulières de 305 jours en moyenne. Et en termes d'effectifs, la Holstein est la race laitière la plus répandue au Maroc, suivie de la Montbéliard. Donc, vous voyez que le Maroc demeure très dépendant de l'importation des gènes bovins laitiers. Et pour se débarrasser de cette dépendance, il faudrait développer le contrôle laitier qui sert à contrôler les performances des vaches, afin de dresser par la suite des programmes de sélection génétique. Donc ici, on a un tableau qui rassemble les données du contrôle laitier de plusieurs pays. Elles ont été rassemblées par Interbull, qui est un organisme mondial de sélection génétique de la race bovine. Donc ici, on a une synthèse de quelques pays. Donc on a un ensemble de données par pays, le nombre de vaches soumises au contrôle laitier, qui sont bien sûr très variables. Le nombre de vaches soumises au contrôle laitier en France, il est de 1 700 000. Aux USA, il est de 3 600 000. Et au Maroc, il est de 20 000. Donc vous voyez qu'on est un peu en retard à ce niveau-là. Le nombre est très limité par rapport au nombre de bovins qu'on a au Maroc. La deuxième donnée, c'est la durée de lactation. L'idéal, c'est 305 jours de lactation. Donc, comme vous voyez, au Maroc, elle est de 400 jours. Elle est de 348 jours en France, 358 en Israël, Nouvelle-Zélande 215. Aux USA, elle est de 305. Donc, comme vous voyez, les États-Unis est le seul pays qui respecte cette durée. Et nous allons voir par la suite quelles sont les répercussions d'une durée de lactation qui dépasse 305 jours sur l'efficience de la reproduction. Troisième donnée, c'est le rendement au lait par lactation de 305 jours.
Donc ces données nous montrent que pour une même race, notamment ici la Holstein, donc pour une même race, le rendement au lait passe du simple au double. Et ça nous ramène au fait que le système de production n'est pas seulement la race, mais c'est un système multifactoriel en fait. Donc ce qu'on vient de voir par rapport à l'insémination artificielle, l'importation de génisses, la sélection, ce sont en fait les 3 piliers de l'amélioration génétique. On continue d'importer, les inséminations artificielles sont en progression, mais aujourd'hui le problème se pose au niveau de la sélection génétique. Le contrôle laitier coûte cher, certes. Même les plus grands pays ne font pas les 100%, mais ça nous épargnerait le prix qu'on met à l'importation. Sachant qu'au début, c'était l'administration qui faisait le contrôle laitier. Dans les années 90, il y avait une base de données de plus de 120 000 vaches soumises au contrôle laitier. C'est ce qu'on appelait la base génétique bovine. Et à partir de cette base, ont été mis en place des programmes de testage de taureaux. Mais maintenant, l'État s'est désengagé et a essayé d'impliquer les organisations professionnelles, ce qui a induit cette baisse drastique dans le nombre de vaches contrôlées. Mais pour faire adhérer les gens à cette pratique, l'État a mis en place une subvention pour la production de génisses de race pure. Une subvention de 4 000 dirhams. Et pour pouvoir bénéficier de cette subvention, il faut utiliser l'insémination artificielle et il faut que la vache soit soumise au contrôle laitier. Donc tout ça pour faire adhérer les gens au contrôle laitier et pour se doter d'une base génétique bovine propre au Maroc. Alors concernant la reproduction, il faut d'abord définir un choix entre l'insémination artificielle et la saillie naturelle. Donc on parlera des avantages et des inconvénients de chacune de ces deux méthodes ou de ces deux moyens de reproduction. Donc l'insémination artificielle est un moyen d'avancée technologique qui permet une progression génétique importante et rapide. Et c'est un moyen sain où il n'y a pas beaucoup de risques de transmission de maladies entre les taureaux et les femelles. Donc c'est le moyen le plus pratique actuellement et le plus sûr par rapport à la saillie naturelle. Maintenant, particulièrement dans les grandes fermes, on peut prévoir une saillie naturelle ciblée, c'est-à-dire on peut élever un taureau ou deux au niveau de la ferme si jamais on a des problèmes de fertilité chez quelques femelles. Donc ce n'est pas interdit, ce n'est pas gênant, mais il faut prendre quelques précautions pour la saillie naturelle. C'est-à-dire que le taureau qui va être utilisé doit être contrôlé, il doit être soumis à un certain nombre de tests, la tuberculose, la brucellose, etc., pour qu'il n'y ait pas de transmission de maladies à nos vaches laitières. Ce n'est pas une pratique qu'on va utiliser pour les vaches hautement productrices, mais plutôt pour les vaches qui ont une faible production ou qui s'apprêtent à aller à la réforme. Et il y a des gens, par exemple, qui ont recours à la saillie naturelle après un certain nombre de tentatives d'insémination artificielle. Par exemple, après 2, 3 ou même 4 inséminations qui n'ont pas abouti, l'éleveur se dit, voilà, c'est une vache qui n'arrive pas à concevoir par l'insémination artificielle, donc il va avoir recours à la saillie naturelle. Mais attention, la présence d'un taureau dans la ferme laitière représente un facteur de contamination, et donc il faut qu'il soit contrôlé avant son utilisation, surtout sur le plan sanitaire. Deuxième point important dans la reproduction bovine, c'est le contrôle des chaleurs. Alors pour maîtriser ce point, il faut connaître le cycle des chaleurs chez la vache laitière. Donc pour qu'une vache ait du lait, il faut qu'elle ait un veau. Et avant d'avoir un veau pour la première fois, c'est une génisse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de reproduction. Donc on attend qu'elle ait atteint environ 15 à 18 mois pour la mettre en reproduction pour la première fois. Donc à partir de 15 mois, on peut l'inséminer pour qu'elle veuille à 2 ans, 24 mois, c'est-à-dire qu'elle a une gestation de 9 mois. Et il faut savoir que l'activité sexuelle chez la vache est une activité cyclique. Chaque cycle dure 21 jours en moyenne, mais sa durée peut varier de 18 à 24 jours. Ce cycle sépare 2 ovulations qui induisent des chaleurs chez la vache, suite auxquelles on peut effectuer une insémination artificielle. Et après avoir eu son veau, son cycle de chaleur va recommencer, à partir de 45 jours environ après vélage, ou ce qu'on appelle le postpartum. Mais on va attendre jusqu'à atteindre 60 à 90 jours après vélage pour pouvoir la réinséminer. Et donc là, elle va recommencer un cycle de gestation de 9 mois. Par contre, son cycle de production, lui, va durer 10 mois. Donc voilà, si on prend cette courbe, on a la production laitière qui va augmenter durant les 2 premiers mois après vélage, ce qu'on appelle la phase ascendante, jusqu'à arriver au pic de lactation. Et après, on rentre dans la phase descendante. Et nous, on insémine notre vache à partir de 2-3 mois après vélage. Donc là, la production laitière aura déjà commencé à diminuer. Donc elle va être gestante durant 9 mois, mais 2 mois avant le vélage, on va la tarir, c'est-à-dire qu'on va arrêter de la traire. Parce que la production laitière avait déjà diminué naturellement, et puis on va lui laisser 2 mois de temps de se reposer, avec une alimentation spécifique pour bien préparer son vélage.
Donc en gros, on essaye de faire une insémination par an quand on voit la vache en chaleur, pour avoir un veau par an. La courbe de lactation monte et redescend, après on va tarir 2 mois avant le vélage. Pour que la vache soit gestante, il faut l'inséminer, et pour pouvoir l'inséminer, il faut qu'elle ait été en chaleur, d'où le rôle primordial de la détection des chaleurs. Et pour détecter les signes de chaleur, il faut bien entendu connaître ces signes. Donc il faut former une ou plusieurs personnes, ce qu'on appelle les chaleuristes, pour assurer le contrôle des chaleurs. Et il faut former même le gardien de nuit parce que les vaches ont tendance à manifester les chaleurs durant la nuit. Le contrôle des chaleurs se fait en moyenne 2 à 3 fois par jour. Pour chaque observation, il faut dédier 20 à 30 minutes, matin et après-midi, et de préférence en dehors des moments d'activité intense. En dehors, par exemple, du moment de la traite ou de la distribution des aliments, etc. Donc c'est vraiment au moment du repos des vaches qu'un ouvrier doit se déplacer pour effectuer le contrôle des chaleurs. Donc ce qui est important, c'est la connaissance des signes de chaleur, on en parlera, et puis la formation du personnel qui va se charger de cette activité, et bien sûr intégrer tout ça dans la gestion des ressources humaines, parce que c'est pas quelqu'un qui doit être occupé toute la journée puisque c'est une tâche à part entière. Sur le plan pratique, la période de chaleur dure en moyenne 24 heures et va être divisée en 3 phases. La première phase, c'est la phase de préparation aux chaleurs. La deuxième phase, c'est la phase des vraies chaleurs. Et la troisième phase, c'est la phase post-chaleur. Le moment opportun pour inséminer nos vaches, c'est vers la fin de la deuxième phase. Alors, comment savoir que la vache se prépare aux chaleurs? Alors, pour cette première phase, il y a des signes qu'il faut mémoriser. D'abord, la vache est nerveuse, elle est agitée. Si on entre dans une ferme et vous constatez par exemple qu'une vache se déplace beaucoup et vous suit, généralement c'est une vache qui se prépare aux chaleurs. Donc c'est un changement de comportement animal. La vache est nerveuse, elle est excitée, très agitée et elle se déplace beaucoup. Et si ça coïncide avec le moment de la traite par exemple, on peut éventuellement constater une chute de production. Et pour être précis, on ne parle de chute de production que si on remarque que la production a connu une chute de 15% par rapport à la moyenne des 3 dernières traites. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que je dois avoir sur place un système d'enregistrement ou un système de calcul qui va me permettre de dire voilà, il y a eu une chute de temps, de quantité de lait, etc. Et c'est ce même calcul qui est intégré dans les programmes informatiques de gestion des fermes laitières. Donc pendant la première phase, il y a un changement du comportement animal marqué par la nervosité, l'agitation, les déplacements de l'animal et par une légère chute de la production laitière. Et à la fin de la première phase, qui ne dure pas longtemps, 6 à 8 heures, la vache va essayer de monter sur les autres vaches ou de les chevaucher. Et le fait qu'elle chevauche les autres vaches, automatiquement, c'est un signe que la vache n'est pas encore en chaleur. Donc il ne faut pas encore l'inséminer à ce stade-là. Quelques heures après, on aura le pic de sécrétion des œstrogènes. Et donc là, c'est le début de la deuxième phase. Lors de cette phase, la vache se caractérise par un comportement calme, avec une hypersécrétion de mucus. Et quand on constate qu'une vache accepte le chevauchement et reste immobile lorsqu'on l'approche ou lorsque d'autres vaches la chevauchent, eh bien là, il faut qu'on mette le compteur en marche. Il faut qu'on insémine à un intervalle de 8 à 10 heures. C'est-à-dire, une vache vue en chaleur le matin, on doit l'inséminer l'après-midi. Donc si elle a été vue en chaleur vers 8 heures du matin, il vaudrait mieux l'inséminer vers 16 heures, 17 heures jusqu'à 18 heures. Et par vue en chaleur, on veut dire qu'elle a accepté le chevauchement. Et donc, vue en chaleur le matin veut dire qu'elle a traversé la première phase pendant la nuit. Elle a sûrement chevauché d'autres vaches. Et de même, une vache vue en chaleur le soir doit être inséminée le matin. Maintenant, il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu, à savoir la relation avec l'inséminateur. Si on a un inséminateur sur place, par exemple dans les grandes fermes, eh bien, il peut faire son programme d'insémination et savoir quand est-ce qu'il va inséminer chaque vache. Les vaches qui ont été vues en chaleur le matin va les inséminer avant de partir le soir, et celles qui seront en chaleur la nuit va les inséminer à son arrivée à la ferme, le matin. Maintenant, si on dépend d'un inséminateur privé, de l'extérieur, on doit l'informer dès que l'on ait constaté que la vache est en chaleur. Et passé cette phase des vraies chaleurs, on rentre dans la phase post-chaleur. Durant cette phase, la vache n'accepte plus le chevauchement et adopte un comportement normal. Alors pourquoi cet intervalle de temps entre le début des chaleurs et l'insémination? Eh bien parce que l'ovulation se produit 8 à 10 heures après la fin des chaleurs. Donc on insémine
6 à 8 heures avant, parce que c'est le temps qu'il faut pour que le spermatozoïde arrive au lieu de fécondation. Il doit y être avant l'arrivée de l'ovule, parce que l'ovule a une durée de vie limitée à 4-5 heures. Tandis que le spermatozoïde a une durée de fécondabilité de 20 heures environ. Maintenant, les conséquences pratiques. Pourquoi il faut appliquer ce qu'on vient de voir maintenant sur le plan pratique ou en termes de gestion? Donc, comment une mauvaise efficience de reproduction affecte le chiffre d'affaires opérationnel des fermes laitières? Tout simplement parce qu'on va se retrouver avec des courbes de lactation différentes de celles qu'on avait vues, qui sont des courbes de lactation modèles. Donc on va se retrouver avec des courbes de lactation étirées dans le temps, des courbes de lactation qui vont durer plus de 10 mois. Ces 10 mois de production, 2 mois de tarissement suggèrent un intervalle entre les vélages de 12 mois, ce qu'on appelle un intervalle vélage-vélage. Et c'est cet intervalle-là qui impacte le plus l'efficience de la reproduction. Beaucoup de travaux de recherche et d'observation ont montré que si on fait plus de 2 mois de tarissement, on perd des jours de lactation, donc on perd de l'argent. Et si c'est moins de 2 mois, c'est toujours pas suffisant pour laisser se reposer la vache. Donc c'est une affaire de compromis. Un intervalle vélage-vélage de 12 mois veut dire aussi 3 mois de postpartum, qui est la durée entre le vélage et la fécondation ou l'insémination, et 9 mois de gestation. Donc si par malheur je n'ai pas sailli ma vache en 3 mois postpartum, je vais continuer à tirer ma courbe de lactation, sachant que ma courbe de lactation est engagée dans la phase descendante, donc je vais traire des quantités très limitées de lait, ce qui veut dire moins d'argent. On parle de 2000 dirhams de perdu par vache pour chaque cycle qui n'a pas abouti à une gestation. Même si de point de vue optique, il y a une illusion. On peut se dire que la vache a été traite pendant plus d'1 an, peut-être 1 an et demi ou 2 ans, donc on aura eu plus de quantité de lait traite tous les jours pendant 2 ans, mais en réalité on continue de traire des quantités très limitées de lait. Alors que la vache aurait pu démarrer une nouvelle lactation. Et aussi, non seulement on aura moins de lait, mais aussi moins de veaux, parce qu'on aura un veau en 2 ans au lieu d'un veau par an. Donc si vous vous rappelez des résultats du contrôle laitier, on avait trouvé qu'au Maroc, il y avait une moyenne de 400 jours de lactation, c'est-à-dire 100 jours de plus que la durée de lactation préconisée. Et donc, vous pouvez facilement faire le calcul et voir à combien s'élève le manque à gagner. Donc, on avait dit que en moyenne, on a 2000 dirhams de perdu par cycle, c'est-à-dire 21 jours. Donc, en 100 jours, on a combien de cycles de chaleur? 100 jours divisé par 21, ça fait 4, donc en moyenne, 8000 dirhams par vache de manque à gagner dans nos fermes laitières. Bâtiment d'élevage. Quand on parle bâtiment d'élevage ou étable, une question qui se pose, c'est comment on peut allier à la fois le confort des vaches et également le confort des personnes ou des hommes qui y travaillent. Et cela, bien sûr, tout en restant performant. Alors, pour la conception de notre bâtiment d'élevage, il faudra en fait répondre à des objectifs fondamentaux qui consistent à protéger les animaux contre les aléas climatiques et les risques pathologiques, faciliter les travaux quotidiens, que ce soit en rapport avec l'affouragement, la traite, le nettoyage des locaux, etc. Tenir compte des exigences zootechniques, par exemple la place à lauge, emplacement de couchage, nombre de mètres carrés par animal en stabulation libre, etc. Et bien sûr, il faudra que l'étable soit la plus économique possible en tenant compte des exigences ci-dessus. Alors pour la conception de notre bâtiment d'élevage, il faudra en fait essayer de répondre aux 5 besoins fondamentaux de l'animal, qui sont l'absence des maladies, de lésions ou de douleurs, l'absence d'inconfort, l'absence de faim, de soif ou de malnutrition, l'absence de peur ou de détresse, et enfin la possibilité d'exprimer les comportements de l'espèce sans oublier le point de vue de l'animal. D'abord, le bâtiment doit permettre le confort thermique et que l'air du bâtiment soit correctement renouvelé. Les étables doivent protéger les vaches du vent, de l'humidité et des températures extrêmes. Et par température extrême, on veut surtout dire des hautes températures, parce que les vaches peuvent s'accommoder des températures de l'air beaucoup plus basses que l'homme. C'est ainsi par exemple que les vaches laitières, en particulier les hautes productrices, tolèrent, si elles sont correctement alimentées et à l'abri de courants d'air, des températures très basses, même inférieures à moins 20 degrés, ou encore moins pour les Holstein. Tout ça sans diminution de la production. Par contre, pour les températures chaudes,
la situation est totalement différente, puisque les vaches réduisent leur production laitière dès que la température atteint 21 degrés. Les pertes de production peuvent être plus importantes si la température s'élève à 24 degrés. On estime la diminution de production de 2,5% par degré Celsius jusqu'à atteindre 27 degrés. Puis elle s'élève à 3,5% par degré Celsius entre 27 et 29 degrés. Et elle s'élève encore à 5% par degré Celsius au-delà de 30 degrés C. Et plus la production est élevée, plus la vache est sensible malheureusement au stress thermique. Alors pour garantir le confort thermique et le renouvellement de l'air, il faudrait en fait jouer sur l'orientation du bâtiment. Alors pour construire une étable à ventilation naturelle, la recommandation est d'orienter nord-sud. Cette orientation permet au vent de l'ouest d'entrer par les murs latéraux pour traverser l'étable dans sa plus courte dimension, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Au Maroc, on a également des vents dominants arrivant du sud-ouest, et donc cette deuxième disposition est également valable. Mais en tout cas, c'est vraiment à étudier au cas par cas. La dernière orientation n'est pas souhaitable parce que les ouvertures latérales ne font pas face au vent dominant. Or, la ventilation naturelle consiste à laisser le vent passer perpendiculairement à l'intérieur du bâtiment en entrant par l'une des deux façades ouvertes, ce qui assure un mouvement d'air adéquat. Et il s'ensuit donc que c'est la somme des vents de l'est et de l'ouest versus la somme des vents du nord et du sud qui détermine l'orientation la plus favorable. Donc ici, c'est cette orientation de l'étable qui permet de bénéficier des vents qui arrivent de l'ouest et du sud-ouest. Alors toujours pour garantir un bâtiment bien ventilé, il faudrait donc ouvrir les fêtages, éviter les grandes largeurs qui limitent les systèmes de ventilation statique. Donc on parle d'une limite de 18 mètres, au-delà de laquelle il faudrait prévoir des entrées d'air supplémentaires situées dans la toiture. On est également sur des recommandations de 0,15 m² par vache de sortie d'air et de 0,30 m² par vache d'entrée d'air. Et aussi une norme de 30 m³ par vache de volume d'air. Donc, pour récapituler, le stress thermique est le problème le plus important auquel les éleveurs font face dans les régions chaudes, en particulier avec des vaches à haute production. Les techniques permettant de minimiser ces effets négatifs, en bénéficiant des caractéristiques du bâtiment et de sa configuration, peuvent être subdivisées en deux catégories, les techniques actives et les techniques passives. Les techniques passives concernent la configuration du bâtiment et sa gestion. L'objectif majeur consiste à maximiser le débit de la ventilation naturelle, non seulement en termes de renouvellement d'air, mais également en termes de vitesse de l'air au niveau des animaux. Il peut être atteint par l'optimisation du dimensionnement, de la localisation et de l'orientation des entrées d'air. Il convient d'orienter les entrées d'air dans la direction des vents dominants et d'éviter la présence d'obstacles qui réduisent ou dévient les flux d'air. Un autre objectif consiste à minimiser les rayonnements solaires, notamment à travers l'isolation des parties du bâtiment les plus exposées au soleil, à savoir les toitures, et ce par le biais de l'utilisation d'un matériau ou d'une couleur réfléchissant le rayonnement solaire. Maintenant, pour les techniques actives, elles concernent la ventilation mécanique, à travers notamment l'accroissement de la vitesse de l'air au moyen de ventilateurs, pulsant directement l'air vers les animaux, le refroidissement de l'air frais par l'évaporation d'eau, ou encore le refroidissement des animaux par la pulvérisation ou la nébulisation d'eau. Et là encore, ces moyens de ventilation sont à étudier au cas par cas parce que, bien entendu, ce sont des investissements non négligeables. Maintenant, pour nos animaux, nous disposons d'un certain nombre d'espaces, chaque espace pour une fonction, et c'est là-dessus que nous allons nous pencher. Donc, nous parlerons d'abord du couchage, puisque les vaches se reposent plus de 12 heures par jour, et c'est là qu'elles font le lait, ce qui fait que l'espace de couchage revêt une grande importance. De nos jours, deux modes d'hébergement des vaches laitières sont utilisés. Les stabulations entravées pour les petits troupeaux et les stabulations libres pour les troupeaux de taille moyenne jusqu'aux cheptels de très grande taille. Les stabulations entravées limitent la liberté de mouvement et de nombreuses activités se déroulent à la même place, notamment le couchage, l'alimentation, la traite, etc. Par opposition, les stabulations libres permettent la libre circulation des vaches et elles comportent habituellement une aire de couchage, une aire d'alimentation, des couloirs de circulation et une zone de traite. Actuellement, les éleveurs adhèrent de moins en moins aux stabulations entravées car elles sont moins confortables pour les vaches et surtout très exigeantes en main-d'œuvre, notamment pour l'alimentation,
la traite, la gestion des déjections, etc. Elle reste néanmoins populaire dans les exploitations comportant un petit troupeau dont les besoins en main-d'œuvre sont limités et fournis par le propriétaire lui-même. Donc voici des images de vaches conduites en stabulation travée. De moins en moins d'éleveurs optent pour ce type de stabulation, bien entendu pour des raisons de confort de l'animal, mais aussi pour des raisons d'organisation du travail. Maintenant, pour les stabulations libres, on distingue deux grands types de stabulation. Les stabulations libres à logette et les stabulations libres à litière paillée. Alors, quelle différence entre ces deux types? Alors là, on a des logettes. La logette est un espace individuel mettant à disposition de la vache une aire de couchage propre et sèche qu'elle va utiliser comme aire de repos. La vache doit pouvoir rejoindre et quitter sa logette librement et se coucher et se lever sans interférence. Elle doit pouvoir exprimer son comportement naturel de couchage. Et à cet effet, la logette est composée de séparations qui séparent les espaces de repos entre deux vaches. La barre au carreau, c'est un tube métallique placé au-dessus des séparations pour encourager la vache à reculer lorsqu'elle se lève ou pour l'empêcher de s'avancer trop dans la logette lorsqu'elle est debout. Elle est également dotée d'un arrêtoir qui est un dispositif placé à l'avant de la logette, à même le sol ou en légère surélévation pour aider la vache à se positionner correctement lorsqu'elle se couche ou lorsqu'elle est debout. Maintenant, pour les dimensions, elles doivent être telles que la vache puisse se coucher et se lever sans se blesser et se reposer confortablement. Et elles doivent être conçues de manière à ce que les vaches reculent légèrement lorsqu'elles se lèvent, afin que les urines et les matières fécales soient émises dans le couloir d'exercice plutôt que dans l'aire de couchage. Ici, on a un tableau des recommandations pour les dimensions des logettes, en fonction du poids de l'animal et de sa taille, à savoir la taille au garrot, la longueur en diagonale du corps. Alors pour chaque intervalle de poids, on a une longueur et une largeur de logette différentes. La recommandation autour de la largeur de la logette tourne autour de 1,20 m et elle tourne autour de 2,70 m pour la longueur de la logette. Donc la logette est un bon compromis entre une zone de couchage confortable, facilement accessible et facile d'entretien, puisque les déjections peuvent être raclées depuis l'aire d'exercice, mais aussi les coûts annuels de la litière et de la main-d'œuvre sont généralement moindres. La championne de la litière étant la paille, les besoins journaliers varient entre 300 et 500 grammes par vache. Alors, l'inconvénient de ce système, c'est le coût. Bien entendu, la construction est coûteuse au début et est destinée à l'usage exclusif des vaches laitières et elle est difficilement convertible pour un autre type de bovin et aussi difficilement adaptable à une autre race, puisque les logettes ont été dimensionnées pour une race laitière en particulier. Donc ici, on a une vue d'en haut d'un bâtiment à stabulation libre à logettes. Donc on a une double rangée de logettes et une autre rangée de logettes le long du mur latéral. Donc on peut voir des vaches qui sont en train de se reposer dans leurs logettes et elles peuvent bien entendu circuler dans les couloirs d'exercice. Donc là, on a deux vaches à l'auge ou la table d'alimentation. Elles ont devant elles un cornadier, c'est une barrière qui leur permet d'avoir pour chacune une ration tout en évitant la compétition. Donc là, on peut voir que le tracteur vient de passer, donc il passe par le couloir de distribution d'aliments et leur distribue à l'aliment. Passons maintenant aux stabulations libres à litière paillée. Ce type de stabulation comporte une aire de couchage qui est dépourvue d'obstacles. Elle peut accueillir une partie ou la totalité du troupeau. La superficie de l'aire de couchage doit permettre à chaque vache de disposer de suffisamment d'espace pour se coucher sans être dérangée par d'autres vaches, et de pouvoir également rejoindre librement les zones d'alimentation et d'abreuvement. Donc on est sur des recommandations de 6 à 7 mètres carrés par vache, toujours selon le poids et la taille de l'animal. Le système à litière paillée peut être subdivisé en deux types de configurations. La configuration à deux zones avec une zone de repos et une zone d'alimentation et la configuration à plusieurs zones avec une zone de repos, une zone d'alimentation et une zone d'exercice.
Pour les besoins en air paillé, on est sur des recommandations de 1 kg par jour et par mètre carré. Alors, par rapport aux logettes, la vache dispose de plus de liberté qu'en logette et elle apprend très rapidement la manière d'utiliser le système. Le montant à investir pour la construction est moins élevé que pour une étable à logette, mais les coûts annuels de fonctionnement inhérents à la paille et aux besoins en main-d'œuvre sont plus élevés. On gagne surtout en confort des vaches puisqu'elles peuvent s'allonger dans la position de leur choix. La reconversion du bâtiment pour un autre type de bovin est possible et aisément réalisable, mais le système occupe davantage de superficie qu'une étable à logette de même capacité. Et en plus, les possibilités de conflits entre animaux sont plus nombreuses. Donc voilà, c'est un bâtiment à litière paillée. Comme vous voyez, les vaches peuvent se déplacer aisément d'une zone à l'autre. Et elles sont ici réparties en lots. Donc on a ici la possibilité de faire l'allottement des vaches selon plusieurs critères. Par exemple, le niveau de production. On mettra les hautes productrices dans un lot à part. Même chose pour celles qui ont une production laitière moyenne et celles qui sont en dessous de la moyenne. Comme ça, on donnera une alimentation différente pour chaque groupe de vaches. L'allottement peut se faire également en fonction de l'état physiologique de la vache. Les vaches qui sont tarées seront dans un lot à part. Les vaches qui sont en production, on les mettra de préférence à côté de l'allée qui ramène vers la salle de traite. Et les vaches qui viennent de véler, qui sont en postpartum, on va les mettre également dans un lot à part. Les veaux ont également besoin d'infrastructures spéciales pour leur logement. Les veaux sont logés soit individuellement, soit en groupe, en fonction du type de gestion choisi par l'agriculteur. Ils peuvent être logés dans des boxes individuelles pendant quelques jours ou pendant plusieurs semaines, de 2 à 8 semaines environ. La niche devra avoir environ 2 mètres de longueur et 1,5 mètre de largeur. Elle doit contenir également un support pour un seau destiné à recevoir du lait et un autre pour recevoir un aliment sec. Et la litière y est indispensable. Elle doit rester propre et sèche. Pour les logements individuels ou les cases, elles doivent être de dimension 1 mètre x 1,50 mètre. Et il doit y avoir une pente pour assurer le drainage et l'évacuation des urines et permettre d'effectuer le nettoyage régulier du sol. Deuxième type de logement des veaux, les logements collectifs. Ce type de logement permet aux veaux de développer un comportement social et de grandir avec des congénères du même âge. Et en plus, ça leur offre la possibilité de développer leur immunité contre un grand nombre de micro-organismes. Les dimensions recommandées pour ces boxes de logement collectif varient entre 1,6 m² par veau pour une aire entièrement paillée et 1,2 à 3,2 m² par veau, plus une largeur de couloir de 1 à 1,5 m selon l'âge et le poids de l'animal. Nos vaches laitières doivent pouvoir s'alimenter aisément. Il doit y avoir au moins une place à lauge par vache. Donc pour les adultes, on recommande une place à lauge de 70 à 75 cm. Même chose pour les abreuvoirs, il faut qu'il y ait assez d'abreuvoirs dans le bâtiment et il faut qu'ils soient facilement accessibles. On recommande un abreuvoir pour 10 vaches. Les salles de traite, il en existe plusieurs types. La salle de traite rotative, la salle de traite en épi, la salle de traite en tandem, selon les budgets et selon les besoins. Dans les salles de traite rotative, le trayeur a une visibilité complète de toutes les vaches, il a un accès facile et rapide à la mamelle, et la vitesse du travail est plus avantageuse. Avec 3 à 5 minutes de temps de traite par vache, et une possibilité d'aller jusqu'à 24 postes. Seulement, son installation est plus onéreuse que les deux autres types de salles de traite. La salle de traite en épi, très convoitée pour son prix abordable. Elle est en effet simple d'utilisation et adaptable à tous les types de bâtiments. Avec une vitesse de traite de 4 à 6 minutes par vache. La salle de traite en tandem, elle a l'avantage de respecter le rythme de traite de chaque animal. Les vaches sont libérées chacune à son tour, mais le confort du travail n'est pas vraiment au rendez-vous. Avec un temps de traite moyen de 10 à 15 minutes par vache. Donc ici, on a une vue d'en haut d'une salle de traite. Donc les vaches arrivent par là et chacune se met à sa place. Puis après avoir fini, elle se dirige vers le couloir du retour. Donc on peut voir le local de stockage du lait et une entrée pour les humains.